Quel engouement et quelle appétence des épargnants en matière de finances solidaires. Voilà le sujet qui va à présent nous animer dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Patrick Sapie. Bonjour Patrick Sapie. Bonjour. Vous êtes directeur général de FAIR et nous avons le plaisir d'être également en duplex à distance avec François-Xavier Seur. Bonjour François-Xavier Seur. Bonjour Nicolas Pagnet. Vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. On va commencer avec vous, Patrick Sapie. Vous avez publié en juin dernier un baromètre avec le journal La Croix qui revient sur les chiffres de la finance solidaire en 2023. Vous constatez notamment qu'il y a une progression sur la finance solidaire, plus 15% des encours en 2023 par rapport à 2022. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. Juste avant, pour bien préciser à ceux qui nous écoutent, on parle d'ESG, on parle de finance durable, on parle de développement durable. Quand on parle de finance solidaire, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit avant, même s'il y a potentiellement des ponts parfois. Si, en fait, la finance solidaire, c'est une branche de la finance durable. Donc, tout simplement, je vais dire ça, en fait, c'est drainer de l'épargne privée pour financer des projets d'intérêt général. D'accord. Pas plus compliqué que ça. Vous constatez qu'il y a de plus en plus d'appétence sur ce type d'investissement aujourd'hui. Je le disais, plus 15% des encours en 2023 par rapport à 2022. On est dans une dynamique positive sur la finance solidaire ? Oui, puisque en fait, les encours ont doublé depuis 5 ans. D'accord. Et donc cette tendance-là, on l'observe en fait depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années. C'était moins d'1 milliard d'euros au début des années 2000 et puis progressivement, ça a atteint les 30 milliards d'euros l'année dernière, au 31/12/2023. Donc on a effectivement une vraie appétence des Françaises et des Français pour ce type d'épargne. Je suis très humble en disant ça, c'est une niche. L'épargne financière des Français, c'est à peu près 6 000 milliards d'euros. Donc là, avec 30 milliards d'euros, la finance solidaire, c'est à peu près 0,5% de l'épargne des Français. Donc, 30 milliards d'euros, c'est le total des encours en 2023. Absolument, oui. C'est complètement ça. L'épargne solidaire a tendance à grossir en France pour plusieurs raisons. D'abord, parce que effectivement, c'est l'offre qui crée la demande. Donc, les acteurs financiers créent des produits d'épargne solidaire qui, en fait, recueillent vraiment l'adhésion des épargnantes et des épargnants. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que, en fait, les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs, ont mis en place un cadre réglementaire qui est très favorable, qui n'existe qu'en France, d'ailleurs, au développement de la finance solidaire. C'est la deuxième raison qui explique ces taux de croissance assez impressionnants. Elle vient d'où l'épargne qui finance aujourd'hui des projets solidaires, Patrick Sapie ? Elle transite par plusieurs canaux. Les encours font à peu près 30 milliards d'euros. Vous avez un premier canal qui est un canal historique qui est dû en fait au cadre réglementaire, comme je l'expliquais, qui est celui de l'épargne salariale. D'accord. Tout simplement. Depuis le début des années 2000, en fait, les sociétés de gestion qui proposent des plans d'épargne entreprises dans les entreprises doivent présenter au moins un fonds solidaire. D'accord. Et donc ça, c'est très important, puisque un salarié sur 10, aujourd'hui, choisit les fonds solidaires. Donc c'est 18 milliards, en fait, l'épargne salariale solidaire sur les 30 milliards d'euros. Oui. Absolument, un peu plus de la moitié, presque les 2 tiers, en fait, de l'encours. Vous avez un deuxième canal, qui est le canal habituel auquel on pense de manière assez spontanée, qui est celui en fait des produits qui sont distribués par les banques et les sociétés d'assurance. Donc vous avez plein de produits qui sont très différents. Et puis vous avez un autre canal qui est plus petit mais qui croît très vite, qui est le canal de souscription directe en fait des titres des entreprises solidaires, donc via des actions, des parts plateformes sociales. De crowdfunding ou Alors ça peut transiter par les plateformes de crowdfunding, mais vous pouvez aussi acheter directement des parts sociales ou des actions d'entreprises solidaires, bénéficier aussi d'un avantage fiscal. Il est important de le préciser, 25% en 2024 et en 2025 si vous souscrivez ce type de placement qui fait à peu près 1 milliard. Donc 18 milliards, 11 milliards la banque et l'assurance et 1 milliard pour la souscription directe au capital d'entreprises solidaires. Avant de demander à François-Xavier Seur ce qu'il constate sur le terrain vis-à-vis des épargnants, quand on parle de finance solidaire, donc on finance des projets solidaires, quelques exemples à nous donner peut-être de grandes catégories de projets solidaires, Patrick Sapie ? Oui, tout à fait. Alors on parle de finance solidaire, mais ce qui est à mon avis important de rappeler, c'est que la finance solidaire, c'est d'abord de l'épargne. Donc on place de l'argent sur des produits financiers que les épargnants connaissent bien, et puis tout ou partie de cet argent
va financer des projets solidaires. Alors il y a plein de secteurs d'activité, il y a une grande diversité en fait de projets ou d'entreprises qui sont financées avec cette épargne-là, qui sont proches des Françaises et des Français sur les territoires. Alors vous avez la petite enfance, vous avez le grand âge, vous avez l'insertion professionnelle, vous avez les circuits courts, l'agriculture biologique ou l'entrepreneuriat social dans les pays en développement. Plein de secteurs d'activité, chacun y trouve son compte. François-Xavier Soeur, à la lumière de ce que nous a décrit Patrick Sapie, sur le terrain, vous, au sein du cabinet Terrae Patrimoine, est-ce que vous constatez que de plus en plus d'épargnants s'intéressent à la finance solidaire ou passent le pas, franchissent le cap et vont vers ce type d'investissement ? Oui, alors l'épargne solidaire, effectivement, c'est un bout de la finance durable. Et moi, j'ai un cabinet qui est orienté autour de la finance durable. Et l'épargne solidaire, c'est vraiment un niveau d'engagement qui est extrêmement élevé, finalement. C'est vraiment des gens qui sont convaincus et des gens qui arrivent avec des thèmes en tête, généralement, comme a dit Patrick Sapie, des personnes qui vont me demander de l'agricole, qui vont me demander de l'accès au logement, qui vont me demander de l'accès à l'emploi. Donc justement, on va aller chercher des parts sociales, on va aller chercher des actions, on va aller chercher des foncières, beaucoup, qui sont quelque chose qui plaît énormément. Moi, je ne peux pas le mesurer au niveau de mon cabinet. Est-ce qu'il y a une progression ou pas? Parce que je suis, pour ainsi dire, un petit cabinet. On est 4 associés. C'est à l'échelle d'un label comme le label Fair Finance Sol qu'on peut réussir à le mesurer. On vous demande quand même des projets d'investissement d'une partie de son épargne en finance solidaire. Ceux qui viennent dans votre bureau ont déjà en tête ce dans quoi ils veulent investir. On sent quand même qu'il y a des questionnements sur le sujet? Oui. En fait, généralement, ce sont des personnes qui arrivent avec une vision durable, d'une façon générale, et qui ont compris l'impact que pouvait avoir leur épargne ou leur investissement, selon comment on se positionne, sur le monde dans lequel ils vivent. Donc, le métier d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est de ne pas leur dire de tout mettre sur une case, pour ainsi dire. Il va falloir faire une allocation. Donc, on va aller chercher différents niveaux d'engagement, on va aller chercher différents thèmes, on va intégrer ça dans une stratégie patrimoniale. Et par contre, lorsqu'un client dit, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, j'ai eu le cas très récemment, c'est l'agricole. C'est le bien-être alimentaire général. Ça, c'est quelque chose que l'on va intégrer à une proposition d'investissement, par exemple autour de foncières agricoles, labellisées d'ailleurs par FAIR. Patrick Sapie, alors vous nous l'avez dit, effectivement, la finance solidaire est une branche de la finance durable. On a vu sur les sujets ESG pas mal de questionnements quand même sur des articles 9 des fonds article 9 qui étaient repassés en article 8, sur des questionnements sur ce dans quoi on investit réellement quand on est en ESG. Est-ce que, peut-être que pas du tout, est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les plus 15% en 2023 en finance solidaire où on sait réellement dans quoi on investit, même si effectivement c'est des épargnants plus engagés, comme nous le disait François-Xavier Soeur, par rapport au questionnement qu'on peut voir sur l'ESG à l'heure actuelle? La question de l'ESG, effectivement, de la rétrogradation ou du rétropédalage, je ne sais pas comment il faut dire, je vais être très prudent s'il y a des sociétés de gestion qui nous regardent, démontre quand même que sur ces questions de transparence, en fait, les épargnants sont très attentifs. Bien sûr. Et qu'ils soient engagés ou peu engagés. Ce qu'on constate régulièrement, c'est qu'un label comme le label Finansol, qui atteste auprès des épargnants, en fait, de deux choses qui me semblent être importantes. C'est votre épargne a de l'impact social et ça, on peut le démontrer. D'accord. Et puis, deuxième chose, c'est que le label Finansol atteste de la transparence. C'est-à-dire que l'équipe de FAIR va en fait démonter les moteurs chaque année pour regarder ce qu'il y a vraiment dans les produits d'épargne. Et ça, on le fait tous les ans. En interne, et je crois que le fait d'avoir un label qui a été le premier label financier créé en France il y a maintenant presque 30 ans, en l'occurrence, qui atteste à la fois de l'impact social et de la transparence, d'avoir un label exigeant finalement, eh ben, ça contribue à donner confiance aux épargnants et à stimuler leur engouement pour ce type de finances. François-Xavier Soeur, même question avec peut-être un mot supplémentaire sur les rendements. Est-ce qu'on va vers la finance solidaire avec une recherche de rendement en tête ? Alors, déjà, pour répondre à la question sur les labels et à ce qu'on vient de dire sur les labels, moi, j'ai aucun souci avec deux labels que sont Greenfin sur le côté environnemental et FAIR sur le label social.
parce que, effectivement, comme le disait Patrick Sapie, c'est extrêmement exigeant, et quand il y a de l'exigence, il n'y a pas de place au doute, donc il n'y a pas de place à la défiance. C'est le gros avantage par rapport à des labels plus généralistes qui sont en train de se réformer. Ensuite, tout ce qui est articles SFDR 6, 8 et 9, ils vont à nouveau le réformer. On va aller vers quelque chose où on va avoir une catégorie visiblement à impact et en transition. Et il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des labels. C'est la grande différence, c'est qu'on a tendance à le prendre comme des labels, mais ce ne sont pas des labels. Pour ce qui est d'intégrer ces produits dans une stratégie patrimoniale, ce sont des produits qui rapportent extrêmement peu, généralement, lorsqu'on est Certains rapportent pas du tout, c'est annoncé dès le début, donc on va subir l'inflation. Généralement, on a un avantage fiscal lorsque l'on rentre dedans, normalement 25%, en tout cas pour les investissements réalisés en 2024. On va voir comment ça évolue dans les années à venir. Certains vont avoir une petite réévaluation, par exemple certaines foncières qui vont se réévaluer progressivement, qui vont gagner 0,5, 1, 1,5%. On va avoir moins que le rendement d'un livret A actuel, pour être très très clair. Et ensuite, vous avez des placements qui sont plus indexés à la bourse ou à l'obligataire, sur lequel vous allez avoir des rendements qui vont être plus corrects, on va dire, plus en ligne avec de la finance traditionnelle, mais sur lequel vous allez tout de même abandonner une partie de la performance. Donc il faut avoir conscience, lorsqu'on est investisseur, que l'on abandonne tout ou partie de la performance. Patrick Sapie, dernière question, on finira là-dessus. Est-ce que vous vous attendez à des progressions similaires en 2024 par rapport à ce que l'on voit dans le rapport 2023 ? Écoutez, moi je pense que la croissance n'est pas terminée, tout simplement parce qu'en fait on continue d'une part d'améliorer le cadre réglementaire. Vous savez, depuis le 1er janvier 2022, les assureurs ont l'obligation de présenter, grâce à la loi Pacte, en fait dans leur contrat d'assurance multisupport, au moins une unité de compte solidaire. Donc je pense qu'il va se passer la même chose avec l'assurance vie que ce qui s'est passé avec l'épargne salariale, c'est-à-dire sur un temps long, sur les 10 années qui viennent, les Françaises et les Français vont plutôt être stimulés par une offre d'assurance vie solidaire. Les financiers, en fait, ont une grande créativité en matière d'innovation financière. Donc, ils créent des produits et ces produits-là plaisent aux épargnants et les épargnants les choisissent. Donc, je suis assez confiant quant au fait que la finance solidaire va continuer à croître. Eh ben vous reviendrez nous en parler effectivement en 2025 pour ce constat 2024. Merci beaucoup Patrick Sapie, directeur général de FAIRE. Merci également François-Xavier Seurre, président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.